Aujourd'hui, on apprend que la taxe Zuckman n'a pas été adoptée. Manuel Bompard de la France Insoumise appelle les socialistes à censurer le Cornu. Ils peuvent censurer, ils peuvent déposer une motion de censure la semaine prochaine, les mecs. Hein. La semaine prochaine. Donc c'est potentiellement le retour de la joute verbale, le retour du bordel institutionnel, avec encore une fois l'épée de Damoclès sur Sébastien Lecornu. Putain, mais c'est les chaussures à qui ça hein? T'es fake. Gauche ne vote la censure. Donc c'est vrai que néanmoins, pour l'instant, c'est une équation et les chaussures assez à qui, chef? impossible pour le Premier ministre. Et le responsable premier du chaos, il est à l'Élysée, je tiens à le rappeler. Veulent la taxe Zuckman. Ils devront, aux prochaines élections législatives et présidentielles, voter pour la gauche et faire en sorte qu'elle soit majoritaire ici. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que le plan du 49.3 n'exonère pas la recherche de compromis comme vous semblez parfois le dire. Pourquoi je le dis ? Parce qu'il faudra quand même, à la fin, une majorité pour voter le budget. Et que s'il n'y a pas une majorité pour vous soutenir, relative, très relative, et une abstention sur ces bancs, alors vous n'aurez pas de budget. Et cela suppose que chacun le comprenne. Et c'est la raison pour laquelle vous devez encore rechercher le compromis. Si vous ne le recherchez pas, alors à la fin de l'histoire, il n'y aura pas de budget et vous repartirez aux élections. Et à ce moment où je vous parle, il n'y a pas de possibilité de voter ce budget. Et donc, entendez-le, comprenez-le. Parce que si vous pensez qu'à un moment, nous pouvons accepter de voter un budget qui serait parfaitement régressif, alors vous vous trompez. Aucun d'entre nous ici, à gauche et chez les écologistes, n'a peur du scrutin. Et donc nous irons aux élections s'il le faut. Alors entendez et négociez. Oh les amis, entendez ce qu'il dit. Merci. Monsieur Olivier Faure qui n'a pas peur de retourner aux urnes. Très bien, très bien. Le dernier amendement de la discussion commune, le 781, monsieur. Alors attendez, 2 secondes les amis, on va aller juste regarder, on va avancer. Alors Jean-Philippe Tanguy, on va l'écouter. Il me semble que monsieur Olivier Faure a repris à nouveau la parole tout à l'heure. Donc attendez, juste on fait les choses dans l'ordre, au calme. Et puis voilà. Philippe Brun, il est détestable à voir, je suis désolé. Oh, je pense que tous les membres du PS sont plus ou moins détestables, le chat. Hein. C'est pas un gros mot de le dire. Clémentine Autain qui n'est plus pas un gros avec mot. nous. Étienne Jernel, vous avez entendu les propos du patron de... Ah ben voilà. Non mais... De demander une contribution supplémentaire aux plus privilégiés qui protègent les investissements dans les biens productifs, qui protègent les investissements dans les TPE, PME, qui protègent la résidence unique et l'enracinement, et ce qui permettra de financer notamment la politique familiale que propose le groupe Rassemblement National. Et de toute façon, pour baisser les impôts des classes moyennes et populaires, pour baisser les impôts des entrepreneurs, il faut cette justice fiscale. Mais je voudrais ajouter aussi qu'effectivement, nous ne sommes pas cyniques. Et c'est parce que nous ne sommes pas cyniques que nous proposons cette mesure, qui est une mesure raisonnable de justice fiscale, qui est une mesure, effectivement, comme l'a dit la présidente Marine Le Pen, qui se rapproche de ce que propose depuis tant d'années le MoDem. Et là, il y a quand même une question de vérité. C'est-à-dire que nous avons déposé un sous-amendement qui sacrifie, il faut bien le dire, qui fait un effort du Rassemblement national en sacrifiant le seuil. Nous accepterions de le passer de 1,3 million à 2 millions. On abandonne parce qu'en politique, ça a un sens. Comment dire, la victoire politique de l'EFF, parce que justement, nous ne sommes pas cyniques, parce que nous ne sommes pas pour la politique. Alors, à ce stade, pas possible de voter le budget. Bon, le PS qui a essayé de gratter des victoires petit à petit et finalement, bah, le bras de fer, après les gars, encore une fois, on va me traiter de naïf les mecs, hein. Je voulais un peu y croire à cette censure. Vous m'avez dit, Dofla, il n'y aura pas de censure, le PS est dans la roue de Macron, le PS fait des dîners avec le Cornu. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont encore fait un dîner ensemble en tête-à-tête avec monsieur Boris Vallaud. Dofla, faut arrêter d'y croire, etc. Mais les gars, finalement, Faure va peut-être censurer le chat. Faure va peut-être censurer. Va peut-être vouloir voter la censure, en tout cas, s'il y a une censure qui sera déposée par un groupe politique, je ne sais pas lequel. Un doux rêveur Dofla, mais t'inquiète, on t'aime bien. Bah, les gars, je sais pas, les mecs, putain. Je suis naïf, Dofla. Les gars, j'en sais rien. En tout cas, je vous préviens le chat, hein. Je vous préviens. Si le PS rejoint une motion de censure, je vais tellement vous insulter. Je vais tellement vous attraper. Je vais tellement vous attraper. Parce que j'étais le seul dans le chat, dans cette commu, dans ma commu. J'étais le seul à croire à une censure du PS. J'étais le seul. On en reparle la semaine prochaine. Vous allez voir. Je vais tellement vous insulter, vous allez voir.
politique du pire, et parce que nous accordons beaucoup de valeur à la justice fiscale, à la justice sociale et à un modèle plus juste qui correspond aux aspirations des Françaises et Français et qui permet ce consentement à l'impôt. Donc, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, on ne pourra pas dire que le Rassemblement national est cynique, joue la politique du pire. Nous faisons beaucoup d'efforts pour faire des propositions concrètes et là nous faisons encore un ultime effort parce que nous avons promis la justice fiscale à nos électeurs, nous l'avons promis au-delà de nos électeurs et nous pensons que nous pouvons peut-être enfin y parvenir. Merci. Monsieur le rapporteur général, votre avis sur ces amendements? Alors, je vais juste avancer, ça on s'en fiche. Bon, les éditorialistes, les amis, on va pas se mentir. Influenceurs, finance et conseillers en patrimoine. Ah mais c'est quoi ça? Ça invite des influenceurs les mecs, mais qu'est-ce que c'est que ça putain? Alors, Anan Mansouri. D'ailleurs les mecs, il y avait un député de la France Insoumise. Bon, les gars, je vais pas vous mentir les mecs. Hein. Ça me fait ni chaud ni froid. Il y a un député de la France Insoumise qui l'avait insulté de caution. C'est la caution du RN, parce qu'il me semble qu'elle est dans le groupe RN, Ciotti, etc. Et comme c'est une rebeu, c'est la caution du RN. Bon. L'État mammouth, comme on dit aujourd'hui, est-ce que vous partagez ce sentiment de Valentin Vous connaissez les bails. Qui dit, voilà, vous connaissez. La taxe, on est adepte de la taxe mania en France. Bien sûr, non seulement je l'entends, mais je la comprends. Dans ma circonscription, on va le regarder le C'est ce soir avec Zuckman. Attends, mais c'était quand Wukat? C'est la même chose, quand je rencontre les chefs d'entreprise, je vois la vive inquiétude qui est absolument légitime. En revanche, je pense qu'il est possible d'avoir une justice fiscale dans notre pays. Les Français y sont favorables, la demande, et ce qu'ils entendent par là, c'est simplement de pouvoir, à un moment donné, vivre du fruit de leur travail, d'arrêter d'être taxés sur ce travail-là et d'avoir le sentiment que sans cesse, que l'assistanat prime en fait dans notre pays. C'est en ce sens-là que la justice fiscale est importante. Et par ailleurs, si on avait... tais-toi, meuf, tais-toi. Le groupe socialiste qui avait quand même donné rendez-vous dans cette journée pour décider si oui ou non il censurait le gouvernement. Et j'observe que le Premier ministre a l'habileté d'essayer de passer l'obstacle, c'est-à-dire de renvoyer à plus tard de possibles compromis sur des textes ultérieurs, le PLFSS, voire même une proposition de loi sur la fraude fiscale et sociale, qui est une façon, j'allais dire, de renvoyer toujours plus loin le moment de la sentence. J'observe aussi qu'il propose curieusement, en plein milieu du débat budgétaire, où les compromis devraient se faire à l'Assemblée, ou pas, mais en tout cas c'est l'Assemblée qui devrait le décider, à nouveau une réunion de travail pour de nouveau faire évoluer le budget. Donc je ne comprends pas très bien à quoi il veut en venir, si ce n'est à gagner du temps. Bon, moi, ce que j'observe, c'est que la réponse qui a été faite notamment par le groupe socialiste, c'est de dire restons ouverts à dialogue. Je suis un peu étonné parce qu'il m'avait semblé que selon la réponse faite aux taxes sur le patrimoine, cela donnerait leur réponse sur une éventuelle censure. Pour notre part, nous ne sommes pas d'accord avec l'idée de rediscuter, de se réunir de nouveau en conclave, etc. Nous pensons que la vérité doit venir de l'Assemblée. Et pour notre part, cette vérité sera plus que jamais un vote contre ce budget et une exigence de censure de ce gouvernement. Voilà ce que je tire comme conclusion après les propos du Premier ministre. Quel bazar n'empêche. Ouais, c'est un sacré bordel, les mecs. Hein. Alors, Olivier Faure va prendre la parole maintenant tout de suite, les amis. On écoute. Écoute. Là, j'ai lancé mon stream pile au bon moment, là. Bon, nous sommes à un moment particulièrement clé du débat parlementaire. Vous l'avez compris, la taxe Zuckman n'a pas été adoptée parce qu'il y a une majorité qui s'est dégagée avec l'extrême droite et la droite. Et contrairement à l'an passé où l'extrême droite s'était abstenue, cette fois-ci, elle a choisi clairement son camp. Elle hésitait. Elle a choisi les milliardaires plutôt que les classes populaires. Nous donnons donc rendez-vous aux Françaises et aux Français pour les prochaines échéances électorales. S'ils veulent que les milliardaires soient enfin taxés, il faudra qu'ils choisissent la gauche et les écologistes plutôt que de choisir l'extrême droite qui n'a jamais été qu'une imposture et qui n'a jamais défendu les classes populaires. Maintenant, comment le débat peut avancer ? Nous avons posé des exigences. Nous avons demandé depuis le départ des recettes nouvelles, non pas simplement parce que nous aimerions punir les riches, comme on a entendu beaucoup le dire sur les bancs de la droite. Nous ne voulons pas punir les riches, nous voulons simplement que ce soit les autres qui ne soient pas punis. Et nous ne voulons pas que les Français aient à subir ce qui est pour l'instant prévu dans les deux projets de loi de financement à la fois de l'État et de la sécurité sociale. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons exigé du gouvernement qu'il revienne sur sa copie. Et qu'il revienne notamment sur le gel des pensions de retraite et le gel
de tout ce qu'on appelle les prestations sociales, l'allocation adulte handicapé, les allocations familiales et tout le reste. Le Premier ministre a entendu cette première revendication. Et donc nous considérons ce soir comme acquis le fait qu'il n'y aura pas l'année prochaine de gel pour les pensions de retraite ni pour les prestations sociales. Il a aussi dit qu'il était prêt à entendre ce que nous avions dit sur l'hôpital. Et donc il a aussi, pour l'instant, l'objectif de dépenses pour l'hôpital est un objectif qui est trop faible pour que l'hôpital puisse continuer à vivre normalement. Il s'est engagé et nous allons voir maintenant quel est le montant auquel il est prêt. Il a annoncé qu'il était prêt aussi à remonter ce qu'on appelle la CSG sur le patrimoine financier, qui va ouvrir de nouvelles recettes autour de 2,5 milliards. Et là aussi, c'est un acquis que nous considérons comme solide et qui permet de continuer à avancer dans le débat. Mais chacun doit le comprendre, l'abandon du 49.3 ne solde pas la question des compromis nécessaires à trouver. Il y a encore trop d'horreur dans ce projet. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai rappelé au Premier ministre, au nom des socialistes, que pour pouvoir arriver à avoir un budget, il ne faut pas simplement dire qu'il y aura des textes ou des articles ou des amendements qui seront adoptés au fil du temps. Il faut aussi, à l'issue du débat, qu'il y ait à la fois des gens pour le voter et des gens pour s'abstenir pour que ce budget puisse être adopté. Si la copie était maintenue telle qu'elle est aujourd'hui, je le dis solennellement, il n'y aura pas de vote positif et il y aura même un vote contre des socialistes et donc ce budget ne pourra pas passer. Il ne s'agit pas là d'un chantage, il s'agit simplement là du respect nécessaire des Françaises et des Français. Il est urgent que les Français soient entendus. Ils ont voté, ils ont à plusieurs reprises expliqué ce qu'ils entendaient. Par les sondages, ils disent aussi ce qu'ils attendent de la représentation nationale et il serait donc logique que désormais le gouvernement et les groupes qui forment sa majorité très relative et dont on ne sait plus très bien ce qu'elle a de commun, eh bien, il serait urgent que ces gens-là entendent. Et malheureusement, s'ils n'entendent pas, nous répéterons plus fort et nous répéterons plus fort devant nos concitoyens. Mais pour l'instant, je vous ai dit que la discussion se prolongeait. Nous avons un Premier ministre qui a fait quelques premiers pas qui ne sont pas neutres. Nous venons de récupérer en quelques minutes de l'ordre de 5 milliards. Puisqu'il y a à la fois 3,6 milliards qui correspondaient au gel des pensions et des prestations sociales, et 1 milliard de plus qui devrait arriver sur l'hôpital. Bon, je considère qu'il y a là 4,5 milliards que nous venons de récupérer. Et que nous venons de récupérer aussi la taxation donc, des patrimoines financiers via la CSG pour 2,7 milliards, ce qui a été voté en commission. Donc vous faites l'addition vous-même et vous voyez que nous n'avons pas rien obtenu dans la journée. Mais je voudrais maintenant que ça ne soit pas pour solde de tout compte et que nous puissions continuer à discuter. Vous l'avez compris aussi, notre attitude a été une attitude positive depuis le début. Nous n'avons pas cherché à organiser le chaos. Nous avons cherché à faire en sorte que nos concitoyens soient entendus et que tout ce qui est prévu de détestable et même de délétère, parce que ça organise la colère dans le pays, eh bien, puisse être retiré. Et donc nous allons continuer à veiller à ce que la copie soit corrigée. Je pense par exemple à l'abattement de 10% sur les retraités, ce qui est un sujet qui revient en permanence dans les courriers que nous recevons, dans les gens que nous rencontrons. Eh bien, nous allons nous battre aussi, évidemment, pour que cet abattement puisse être rétabli et que les retraités n'aient pas à en souffrir. Je pense aux apprentis, parce qu'il n'y a pas que les retraités qui sont aujourd'hui touchés. Il y a aussi les... Ah, les apprentis, hein. Dès les premiers jours de tractation, la France Insoumise avait déjà alerté sur les apprentis qui vont voir leur salaire net baisser. Et là, comme par hasard, Olivier Faure, juste à la fin des tractations, genre 1 semaine, 2 semaines après, c'est à ce moment-là qu'il commence à ouvrir sa bouche sur les apprentis. Les jeunes, les apprentis, les étudiants dont les revenus vont être fiscalisés. Ouais, je pense aux malades avec les franchises médicales qui vont être doublées. Je pense à ceux qui sont en affection longue durée. Par exemple, ceux qui souffrent d'un cancer et qui vont voir leurs revenus fiscalisés. Tous ces gens-là, il faut qu'ils sachent, il y a des gens ici pour les défendre et ces gens, c'est nous. Vous parlez de l'ISF, sur l'ISF, M. Faure. Tout ce package que vous venez d'énumérer pour voter pour le budget, par exemple, pour éviter la censure. Mais nous n'avons jamais varié depuis le début de ce débat. Nous avons toujours dit qu'il manquait 15 milliards de recettes pour arriver à effacer une copie qui, à bien des égards, est un simple copier-coller de ce que François Bayrou avait présenté aux Français le 15 juillet dernier.
Et donc, il est logique que nous continuions à chercher à avancer et à faire en sorte d'épargner celles et ceux qui n'ont déjà plus que leur force de travail pour vivre et qui n'ont déjà plus que leur retraite pour ceux qui n'ont plus à travailler. Et donc, nous privilégierons toujours les retraités, les salariés sur les rentiers. Ça doit être simple et compris par tout le monde. Quand j'entends Laurent Wauquiez nous expliquer qu'il n'entend pas avoir de nouvelles recettes, mais moi je n'entends pas, et nous n'entendons pas ici, avoir de nouvelles recettes sur les classes populaires et la classe moyenne. Ce que nous voulons, c'est que ce soit les grandes fortunes et les grandes entreprises qui payent. On nous dit, vous vous rendez compte, on a déjà une surtaxe sur les grandes sociétés qui va rapporter 6 milliards de plus. Mais elle rapportait 8 milliards de plus l'an passé. Et donc là, on a une baisse. Donc j'espère que dans les prochaines semaines, nous allons récupérer ces 2 milliards supplémentaires. J'espère que nous allons avoir des recettes qui permettront effectivement d'aller jusqu'au bout. Et si nous allons jusqu'au bout, alors nous serons au rendez-vous du compromis et nous accepterons de ne pas voter contre ce budget. Merci à vous. Le premier secrétaire du parti. Ah les mecs, c'est... Les gars, tout ça pour ça, hein. Vraiment, quelle perte de temps, quelle perte de temps. Vraiment, Olivier Faure, tu nous fais chier, hein. Tu nous emmerdes, hein. Faure, tu cherches juste à garder ta place ordure. Moi, je voulais y croire, les mecs, hein. Je veux y croire encore à la censure. Elle est possible encore, cette censure. Olivier Faure, le PS, va potentiellement se saisir de l'occasion. Et évidemment, les gars, je l'avais déjà pré-shot il y a 2 semaines. Ils vont vouloir censurer. Ils vont expliquer aux Français, la pilule a bien passé parce qu'ils vont expliquer aux Français que ouais, on a essayé, malheureusement, les macronistes ne connaissent que le rapport de force, blablabla. Bla, bla. Maintenant, nous aussi, on va engager un bras de fer et puis basta. Eh les gars, t'es notre astre d'Oflamme, mais les gars, après, il y a un monde où vous avez encore raison, le chat. Hein. Il y a un monde où vous avez encore raison, où il n'y a pas de censure du PS. Olivier Faure va peut-être encore une fois être dans la roue du macronisme, va encore faire des dîners avec Sébastien Lecornu. Il y a peut-être une chance où vous allez obtenir cette victoire. Mais c'est pas encore dit le chat, hein. Je vous dis, c'est pas encore dit. Alors, récapitulatif. Nous avons le PS qui va potentiellement censurer. Évidemment, le PS est toujours accompagné des écologistes parce que maintenant, il ne parle que avec les écologistes. Vous avez vu tout à l'heure que monsieur Faure ne prononçait même plus les communistes, ne prononçait même plus LFI. Bon, ça, c'est un peu normal, mais ne prononçait que le Parti Socialiste et les écologistes. Alors, le groupe d'Éric Ciotti va systématiquement censurer, le RN c'est pareil, et les socialistes veulent censurer, donc ça nous donne ceci, sans compter Lyot, et le groupe des communistes. Donc ça nous donne une censure les mecs. Ça nous donne une possible censure, donc on va voir, hein. On va voir. C'est une boucle infinie, on tombe toujours dans le panneau. Bah ouais les mecs, hein. Mais en fait le problème, c'est là où c'est une bataille culturelle les gars. Voilà, je veux dire les termes les mecs, c'est une bataille culturelle. En fait, vous l'avez remarqué les gars, depuis que je suis de retour du Japon, vous êtes tout le temps là sur mes streams. Merci pour votre soutien. Je vois les pseudos, je sais que vous êtes assidus sur mes streams. Les médias font une offensive pro-riche matin, midi, soir. Anti-Zuckman, anti-taxe sur les milliardaires, anti-taxe sur les patrimoines, anti-taxe sur les holdings, anti-taxe sur je ne sais pas quoi, anti-taxe sur l'héritage, et ceci, et cela. Les gars, dans la tête des Français, et c'est pour ça que le RN sort un peu de son arc, son pseudo-arc socialiste, parce que vas-y, l'extrême droite de Éric Zemmour considère que le programme économique du RN est socialiste. Jure un nouveau sub. Bref, passons. Mais quand vous entendez dans la bouche de Bardella qu'on a entendu hier et Marine Le Pen, ils sont contre la taxation des riches, alors que les personnes qui ont voté pour Marine Le Pen, bah, ils aimeraient bien que ça taxe les riches. Ils aimeraient bien que ça taxe les riches quand même. Donc vous voyez bien les mecs qu'on est spectateurs de ces médias pro-riches. Et plus on avance les gars, plus j'ai le sentiment que les Français vont commencer à épouser en quelque sorte ce récit de finalement, faut pas taxer les riches. Finalement, il faut mettre le paquet sur l'immigration. Il y a de l'argent à récupérer ailleurs. L'État dépense trop. L'État a un gros ventre. Exactement comme le mec du Sénat. Et ceci. Vous allez voir les mecs, j'ai le sentiment que ça va arriver. Mais la bataille culturelle n'est pas terminée. Il faut continuer à instiller le fait que taxer les riches, comme le dit Zuckman, permettra de rééquilibrer
cette égalité face à l'impôt, comme nous, citoyens français, en quelque sorte. Donc attention les amis, il faut pas céder les mecs. Ne cédez rien les amis, ne cédez rien. Merci Greg pour le 6e mois de sub, merci mon gars. L'extrême droite gagne de plus en plus de terrain. Bah en fait, le truc c'est que la taxe Zuckman, elle a été rejetée aussi par le bloc central. Donc même le bloc central n'est pas pour la taxation des plus riches. Donc si le bloc central et l'extrême droite, donc plus de 50% des Français, sont contre la taxation des plus riches, eh ben putain les mecs, on est mal partis les amis. Hein. On est très mal partis les amis parce qu'à la fin des fins, qui va payer la note? Ce sera nous les mecs. La classe moyenne, les prolétaires, ce sera tout le temps les mêmes perdants les mecs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sera toujours la même chose. Écoutez, mademoiselle. Dans une conclusion d'un débat qui pourtant se poursuit, aussi bien en séance avec la première partie du budget de l'État et aussi en commission avec le projet de financement de la sécurité sociale. Ce qui est important de rappeler, c'est que oui, tout cela est extrêmement important puisqu'il en va de l'attractivité de notre pays, il en va du rayonnement industriel de notre pays, mais il en va surtout du quotidien des Français pour l'année prochaine. Mais tout cela ne peut pas avoir lieu dans la précipitation et dans l'urgence. Nous devons pouvoir prendre le temps de débattre amendement par amendement, sous-amendement par sous-amendement et article par article. Et une fois ce débat fait, nous devons être en capacité, tous, l'ensemble des 577 députés, d'accepter le vote. Le compromis qui a été accepté par le Premier ministre est aussi simple que cela. Pas de 49.3. Un certain nombre de sujets ouverts qui vont à l'encontre même de certaines encres idéologiques que nous pouvons avoir. Et pourtant, le débat a lieu, les votes ont lieu et doivent être respectés. Alors oui, nous avons pu entendre quelques désagréments, quelques sujets d'humeur de certains au sein de l'hémicycle. Mais attention, le compromis, ça ne peut pas être tout le PS, rien que le PS, uniquement le PS. Ce n'est pas ainsi que nous pouvons concevoir un chemin de compromis respectueux, non pas forcément des uns et des autres ici, mais surtout des Français qui nous le demandent. Ah les gars, désolé, hein, elle fait vraiment partie des personnalités que j'aimerais plus revoir à l'hémicycle. Genre s'il y a une dissolution et qu'elle retourne aux urnes, les Hauts-de-Seine, s'il vous plaît, les Hauts-de-Seine, allez voter pour quelqu'un d'autre que cette meuf, ma gueule. J'en ai marre de voir sa gueule aussi, putain, le rêve, frère. Le rêve, votez pour quelqu'un d'autre. Putain. Alors, Jordan Bardella, je suis ravie de l'entendre, mais en fait ici, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas là simplement pour commenter les petites phrases de Jordan Bardella. Nous sommes ici pour travailler en tant que parlementaires nationaux. Et ce qu'a fait le Premier ministre, c'est une démarche extrêmement courageuse que nous devons pouvoir saluer. Il continue à mettre en place les chemins du compromis qu'il a déjà initié il y a quelques jours maintenant. Et il continue à prendre ses responsabilités, non pas entre des couloirs ou dans des chambres obscures, comme on a pu l'entendre justement de la part du Rassemblement national, mais de façon transparente devant l'ensemble des Français au travers de la représentation nationale. Donc beaucoup de sujets ont été ouverts, mais ces sujets sont ouverts, pourquoi? Pour être présentés en débat. Et donc suite à cela, les uns et les autres vont pouvoir se prononcer par rapport à leurs encres idéologiques et ainsi voter. On ne peut même pas la question, frère. Le Premier ministre ne nous prend pas à rebours maintenant. Il l'avait déjà annoncé. D'ailleurs, il vous l'avait dit à vous-même, journaliste, qu'il serait présent pendant l'entièreté du débat budgétaire. Et donc, il est là. Et ce n'est pas la première fois qu'il vient au banc pendant le débat budgétaire, à côté et aux côtés de la ministre Amélie Montchalin. Je pense que c'est justement ça le sujet du compromis. C'est que oui, nous acceptons de faire notre part dans ce chemin-là. Maintenant, on ne peut pas être les seuls. Sinon, ce n'est pas un compromis. Donc nous prenons notre part dans le débat à l'Assemblée nationale en hémicycle, mais aussi à l'Assemblée nationale en commission, comme je vous l'ai dit, parce que nous avons en ce moment 2 textes qui sont débattus. Maintenant, nous ne pouvons pas être les seuls. Sinon, pardon, ça ne s'appelle pas un compromis. Merci. Ouais. C'est une ambiance particulière, les mecs. Bienvenue sur le stream. Hein. Je vois, il y a des first messages. Bienvenue à vous, le chat. Bienvenue. Mettez-vous bien. On va regarder un petit peu l'actualité politique jusqu'à 21 h avant d'aller regarder le dernier film d'horreur ce soir. Je reviens un petit peu sur les événements. Bon, évidemment, les amis, il y a une possibilité de censure dès la semaine prochaine. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut garder en tête, il faut garder à l'esprit, les amis, que cette bataille culturelle continue.
elle va continuer aussi pour 2026-2027. Parce que oui, il y a un mec sur le chat qui l'a dit forcément, ok, tu adoptes la taxe Zuckman, mais nous, Français, on va aussi payer la note. Mais le truc, c'est que Zuckman, il l'explique très bien. Je sais très bien, les amis, que si tu veux taxer les riches, il y aura toujours de la dette. Il y aura toujours de la dette, les mecs. On va pas se mentir, mathématiquement, il y aura toujours de la dette. Mais au moins, on sait que face à l'impôt, ces mecs-là seront égalité par rapport à nous. C'est tout, c'est comme ça. Voilà, les gars. C'est tout, c'est comme ça. On n'est pas débile, le chat. On sait très bien que taxe Zuckman, ça va pas totalement résorber la dette, quoi. Ça va prendre cher à côté quand même. Ouais, mais les gars, ça c'est aussi une bataille. C'est que le fait que l'Assemblée est divisée en 3 blocs, il y a des compromis qui vont devoir être signés au détriment des Français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sera au détriment des Français, les mecs. Attendez, je vais aller voir mademoiselle du RN, là. Non, de Ciotti. En fait, c'est Ciotti. Il faut que je retienne que c'est Ciotti. Et Petit Plot, c'est la plus jeune députée de la République française. Dans cette législature, en tout cas. Public pour récupérer 100 milliards d'euros. Et salut, cependant, Greg. même si avec des propositions pareilles, on a l'impression que la seule chose dont on discute depuis des semaines, c'est la taxe Zuckman et savoir si oui ou non le Parti socialiste va réussir à avoir un compromis avec la majorité actuelle. C'est assez agaçant à la fois pour nous en tant que parlementaires, mais surtout pour les Français, parce qu'on parle de sujets mais qui les dépassent complètement et qui vont complètement à l'encontre de ce qu'ils nous demandent. Oh, regardez le gazlight, les mecs. Hein. Les Français en ont marre. Mais les Français en ont marre de quoi? Ils ont envie que les plus riches soient plus taxés. Ils ont envie. Genre, pourquoi criminaliser la taxe Zuckman? On en a besoin. On en a besoin, littéralement. Vous dites quoi, Étienne Jernel? Finalement, taxer les riches, passion française, ou alors est-ce qu'il faut plus de justice fiscale, comme le réclament 86% des Français? C'est vrai que la question de la justice fiscale, on est le pays qui a les plus forts transferts du monde. On est l'un des pays les moins inégalitaires du monde. Tout ça, c'est prouvé, c'est démontré. Même l'Institut mondial des inégalités, je ne sais plus comment il s'appelle, où figurent Zuckman et Piketty, le disent quand on regarde les choses. Les calculs que Zuckman balance partout sont des calculs qui sont largement faux. Enfin, c'est pas qu'ils sont faux. Ou discutables, tout du moins. Ce sont des sophismes. C'est-à-dire qu'il inclut Ah ouais, le directeur de la publication du Point. Vous voyez, les gars, le métier de journalisme. Le métier de journaliste, le mec, il est en train de mettre les pieds dans le plat. Zuckman, il dit des trucs faux, etc. Yo, mon gars, garde ta neutralité, sale bâtard. C'est une dinguerie de faire ça, quand même. Oh non, c'est une dinguerie de faire ça, gros. Et les taxes payées d'un côté, et sur les cotisations et pas les cotisations, sur les prestations et pas les prestations, par exemple, elles-mêmes. Dans ces calculs, on est dans quelque chose qui est dingue, une forme de déformation qui est que française. On ne trouve ça absolument qu'en France. Et je pense que l'opération Zuckman mérite d'être enseignée dans les écoles de communication et de marketing. C'est impressionnant, quand même. Un plan marketing de cinéma. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Alors, principalement sur le service public, il faut dire les choses, quand même. Hein. C'est quand même ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de gens dans... Attends, il est en train de nous expliquer que dans le service public, il y avait une opération marketing pour la taxe Zuckman. Mais ce mec est malade. Mais attends, mais ce mec est fou, quoi, frère? Dans le monde universitaire, dans le monde politique et dans le monde médiatique, qui ne savent pas ce que c'est que le risque et qui ont fait la promotion de quelque chose qui est une répression du risque et de la prise de risque. Je pense que cette histoire mériterait d'être racontée du début jusqu'à la fin. Je n'ai jamais vu un plan de promotion comme ça. Moi, je serais patron de Coca-Cola, j'embaucherais Gabriel Zuckman. Pour créer la boisson Zuckman. C'est un génie de la com. Zuckman Light. Zuckman. Mais ce mec est malade, putain, Zuckman en plus. Zuckman, il a été sympa. Hein. Il a dit 2%. 2% du patrimoine, sachant que ces mecs-là vont récupérer l'argent qui a été versé à l'impôt, à l'État. Ces mecs-là vont récupérer avec le rendement l'année suivante. C'est abusé, hein. Il a dit 2%, les gars. 2%. Non, il y a ZP, 2%. Light. Bah voilà, il y a déjà des versions. À bientôt. Il est bientôt 20h sur... Non, ces mecs-là sont